Et salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter l'iPhone 16 Pro Max, vous le comparer avec d'autres et vous donner mon avis. Allez, c'est parti! J'ai pu vous le comparer avec mon ancien 14 Pro Max et mon ancien 12 Pro Max. Comme ça, j'essaierai de vous donner le plus de détails concernant les nouveautés, les changements et est-ce que ça vaut le coup? Donc je suis en possession d'un 16 Pro Max de couleur noire, 256 Go. Le form factor est toujours le même, cependant on a un écran un peu plus grand, 6,9 pouces. Avant c'était du 6,7 pouces pour les versions max. Mais le gabarit n'a pas changé. La largeur est la même, la hauteur est sensiblement la même, une poignée de millimètres de plus et voilà. Et le poids est moindre, c'est appréciable. Comment ont-ils fait, en gros, pour avoir un plus grand écran dans le même gabarit? Bah tout simplement, ils se sont rapprochés des bords, voilà, on a un écran encore plus bord à bord qu'avant, donc grâce à ça, et en ayant un tout petit peu plus fait grandir la hauteur, on a un écran de 0,2 pouces en plus, c'est pas mal par exemple pour les personnes malvoyantes ou souhaitant un écran plus grand. À l'utilisation avec VoiceOver, on sent pas la différence sur l'écran un peu plus grand concernant la zone de balayage. Moins lourd grâce au titane qui remplace l'ancien matériau. Le titane qui au toucher est un matériau plus doux, un peu moins froid et forcément voilà, plus léger. Et c'est très agréable. On a gagné pareil une poignée de grammes. En parlant du poids d'ailleurs, je trouve qu'il est plus équilibré. Avant, je trouvais que le poids était un peu plus contenu vers le haut du téléphone, vers l'appareil photo. Là, j'ai la sensation que c'est un peu plus centré. Est-ce que c'est parce qu'il est moins lourd ou est-ce que c'est que le poids est plus équilibré? En tout cas, c'est à noter. À l'arrière, on a toujours une vitre texturée. C'est la même chose. À la différence, c'est que le grain me paraît un tout petit peu plus fin que sur les anciens modèles. À l'avant, pareil, on a toujours la même vitre avec tout en haut, vraiment tout en haut, la Dynamic Island et encore plus haut, le petit haut-parleur pour pouvoir téléphoner. Au toucher, la vitre a l'air un tout petit peu plus douce, un peu moins lisse. Vous savez, les constructeurs de téléphones font évoluer à chaque fois le verre pour qu'il soit de plus en plus résistant aux rayures, aux cassures, donc la texture peut un tout petit peu évoluer. C'est léger, mais c'est à noter. Pour les personnes ne connaissant pas ce nouveau bouton qui existe déjà depuis les iPhone 15, le bouton Action qui se trouve au-dessus du volume plus et qui vient remplacer le switch pour basculer en mode silencieux ou sonnerie. Là, il y a un bouton mais cliquable et c'est un bouton qui est paramétrable, donc c'est pas mal. De base, le bouton fonctionne comme avant, c'est-à-dire mode silencieux ou mode sonnerie. Avec VoiceOver, par exemple, on appuie une fois sur le bouton, il nous énonce l'état, et si on reste appuyé, il bascule le mode. Mais le bouton est paramétrable, on peut aller dans les réglages du téléphone, changer son action, on peut par exemple ouvrir l'appareil photo ou faire plein d'autres actions, voire même des actions avec des applications tiers. C'est pas mal. Après, je suis étonné qu'Apple n'ait pas proposé un peu plus qu'un seul appui, comme des doubles ou triples appuis. Bref, je sais qu'on peut le faire via raccourci ou d'autres manipulations. Apple sont vraiment restés simples sur ce coup-là. Après, vous me direz, c'est efficace, ça marche, c'est ce qu'on cherche aussi. Nous avons un nouvel appareil photo, comme d'habitude, Apple met à jour ses capteurs photo. Vous allez me dire, ouais, mais nous, quand on voit pas avec VoiceOver, ça n'a pas grand intérêt. Faux! Ça a un intérêt tout d'abord si on fait de la photo ou de la vidéo, et oui, c'est possible. Qui dit meilleur capteur, qu'on voit ou qu'on voit pas, bah, le rendu sera mieux, bon voilà. Là où c'est plus intéressant pour nous avec VoiceOver, c'est la reconnaissance de texte, le guidage par exemple pour détecter les personnes, les meubles, etc. Plus on a un capteur précis et détaillé, mieux cela sera. Et effectivement, j'ai pu comparer avec le 14 et le 12. Alors avec le 12, bah ouais, c'est bien marqué, il est plus réactif, il détecte plus de choses. Je me suis servi des outils intégrés à l'iPhone de reconnaissance de texte, de meubles, etc. et d'autres applications tiers. Et d'après mes tests, face au 12, là, ouais, effectivement, il n'y a pas photo, c'est quand même plus réactif. Il voit même un peu plus de choses précisément, on va dire, c'est un peu plus précis, ces descriptions. Face au 14... c'est un peu plus contenu, un peu plus modéré, le 14 s'en sort très bien. J'ai quand même remarqué un peu plus de réactivité, notamment à la détection du texte instantané, et
peut-être un petit peu plus de clarté, un peu plus de précision également. C'est plus léger, mais il y a quand même ce petit step. L'appareil photo, entre parenthèses, ça fait quelque temps qu'on peut le faire, mais je tiens à le souligner, on peut filmer pour ceux qui le souhaitent en RAW, donc les formats non compressés, hein, que ce soit pour de la photo ou de la vidéo. Et l'iPhone permet de filmer jusqu'en 4K 30 images secondes en RAW, donc ça permet d'avoir une piste vidéo non compressée et de pouvoir la retravailler, même quand on voit pas, c'est faisable avec des logiciels, mais surtout avoir la piste audio non compressée, récupérer le son le plus brut possible. Donc ça c'est quand même à noter, et il faut savoir que on peut filmer jusqu'en 4K 120 images secondes, mais pour ça, si vous voulez faire du RAW, il faudra connecter un petit dispositif externe, une clé USB, un disque dur, peu importe, pour enregistrer vos images en temps réel sur ce dispositif. Il faut quand même savoir que 4K 30 images secondes en RAW, la minute on est à plus de 6 Go. Je vous laisse faire le calcul, mais voilà pourquoi vaut mieux avoir un support externe. On a également une belle amélioration en mode nuit, ce qui permet, si vous faites de la reconnaissance d'objets, des mesures ou autres, en mode nuit, ça marche bien, et effectivement j'arrive à bien sentir la différence face au 14, et face au 12, c'est encore plus marqué. Concernant cet appareil photo, on a l'arrivée d'un nouveau bouton. D'ailleurs, Apple ne veut pas dire bouton, il parle de déclencheur, bref, on s'en fout. Il se situe en dessous du bouton de verrouillage du téléphone. Il est un peu plus long que le bouton de verrouillage, et la différence, c'est que c'est un bouton qui ne dépasse pas, même s'il est cliquable, donc c'est bien un bouton, mais il ne dépasse pas du châssis du téléphone. Si on met notre doigt sur le châssis sans la coque, par exemple, on glisse notre doigt dessus, il est affleurant, et ce bouton est tactile, et cliquable, sensitif si vous voulez, donc il fait plusieurs choses ce bouton, et moi je le trouve super pratique, notamment quand on appuie dessus, quand on est sur l'écran d'accueil, ça va ouvrir l'appareil photo, et une fois qu'on est sur l'appareil photo, ça va faire office de déclencheur, lancer par exemple l'enregistrement vidéo, arrêter l'enregistrement, si on est en mode photo, prendre la photo, bref vous avez compris, mais ça ne fait pas que ça. Le bouton détecte la pression, donc une pression légère peut vous faire changer de mode ou de capteur d'appareil photo, et une pression légère plus un glissé vers le haut, vers le bas, peut faire l'action par exemple de zoom. Et bien sûr, avec VoiceOver, tout ça, ça nous est bien accessible. En plus d'un retour vocal, on a une petite vibration haptique. C'est super pratique. Vous allez me dire, Lucas, on pouvait déjà le faire avant avec le bouton plus du volume pour déclencher l'appareil photo. Oui, on pouvait déclencher par exemple une photo ou une vidéo, mais on pouvait pas ouvrir l'application directement, on pouvait pas zoomer, on pouvait pas changer de mode sur l'appareil photo ou d'autres actions, parce que ce bouton ne fait pas que ça. On peut par exemple le déprogrammer totalement, bon, ok, mais on peut aussi ouvrir la loupe à la place ou faire d'autres actions. J'imagine que dans le temps, on aura la possibilité d'ouvrir d'autres applications et faire d'autres actions. Cela fait quelques temps maintenant que je l'utilise et c'est devenu presque indispensable. Bon, après c'est quelque chose que je fais souvent, de la photo et de la vidéo pour les réseaux, etc. Et c'est d'un pratique, notamment par exemple si on veut zoomer, même si je ne vois pas, je suis quand même en capacité de zoomer ou de dézoomer si je veux un capteur encore plus grand angle, on va dire. Même si je vois pas, je connais les capacités de l'appareil et j'arrive à faire certaines choses, notamment si je cherche à capturer une prise très lointaine, je sais que je peux zoomer un petit peu sans prendre trop de risques. Et là, la gestuelle est quand même très agréable, ça m'évite de devoir balayer sur l'écran dans tous les sens pour aller chercher le curseur et bouger, etc. Là, sous le doigt, c'est super facile. En lien, nous avons les micros. Apple a mis à jour ces fameux micros. C'est quelque chose que j'attendais beaucoup. Déjà, on passe de 2 à 4 micros. Les micros eux-mêmes étaient améliorés. Et du fait qu'il y en ait plus, ça va permettre à améliorer notamment le traitement du vent. Donc, pas que. Il y a un nouveau mode de filtrage du vent et qui marche très bien. Je vous ferai une vidéo dédiée à ce sujet pour vous faire entendre la qualité des micros et le traitement embarqué, du vent, pas du vent, etc. En tout cas, je peux vous dire que le traitement du vent est très bon, très peu destructif sur le fichier, sur la piste audio. On peut également le débrayer, ce mode-là, si vous le souhaitez pas. Quand on enregistre une vidéo, on peut enregistrer en audio spatial. Donc c'est vraiment de la stéréo améliorée. Alors on n'est pas sur un binaural type Sennheiser ou autre, les grosses têtes là qui peuvent être vendues. Non, on est quand même sur quelque chose de mieux que le stéréo, mais pas aussi poussé. Mais c'est franchement très propre. Le résultat est très très beau. Surtout quand on enregistre en RAW, hein, c'est justement ça aussi l'intérêt, parce que quand on enregistre en compressé, ok c'est peut-être moins lourd, mais on entend aussi que le son est un peu détruit,
Donc l'avantage du RAW, c'est ça aussi, c'est de récupérer la piste audio dans la meilleure qualité possible. On est capable, via le dictaphone d'ailleurs, d'enregistrer maintenant en stéréo, ça c'est cool, et également d'utiliser le traitement de l'amélioration du son, donc notamment du vent, c'est pas mal, mais je vous ferai entendre tout ça dans une vidéo dédiée. En termes de rendu sonore, je trouve que les micros sont un petit peu plus dynamiques, ont moins de souffle, et la stéréo, elle est un peu plus riche, voilà. Comme un peu partout d'ailleurs sur le téléphone, nous ne sommes pas sur une grosse révolution, mais plutôt sur une évolution, et toutes ces évolutions mises bout à bout sont appréciables. Les haut-parleurs maintenant, nous avons toujours un haut-parleur en bas et un tout en haut de l'écran qui permet voilà, de le mettre à l'oreille pour téléphoner. La stéréo est toujours très bonne, encore un petit peu plus large, ils ont réussi à l'améliorer, et le rendu est un peu similaire, du moins au 14, et voire même au 12, peut-être un petit peu plus puissant que le 12, mais le rendu est un peu proche du 14, peut-être un petit peu moins de basse, un peu plus neutre j'ai envie de dire, mais c'est très léger. Un petit mot quand même concernant que ce soit les micros ou les haut-parleurs. À noter que les micros se trouvent à l'arrière au niveau de l'appareil photo et les suivants se trouvent en bas à gauche du connecteur. Donc ils ne sont pas orientés de la même manière, comme les haut-parleurs d'ailleurs. Le haut-parleur qui se trouve en bas à droite du connecteur n'est pas orienté de la même manière que celui qui est en haut de l'écran. Et que ce soit pour les micros, pour le rendu sonore, ou que ce soit pour l'audio des haut-parleurs, ils arrivent à faire quand même un chouette boulot, parce qu'on ne se rend pas compte, que ce soit à l'écoute de nos captations audio, ou à l'écoute directement de musique ou de fichiers stéréo, ils arrivent vraiment à faire un super boulot. On a l'impression presque que les haut-parleurs et micros sont orientés de la même manière, et pourtant c'est pas le cas, donc vraiment c'est quelque chose qu'ils arrivent à améliorer petit à petit de mieux en mieux. Je parlais du connecteur, nous sommes sur un USB-C depuis les iPhone 15, ça on n'aime pas, moi personnellement je préférais le Lightning pour son form factor et la praticité, mais par contre l'USB-C amène quand même beaucoup de nouvelles choses, notamment le transfert haute vitesse, surtout quand on a des fichiers bien lourds, c'est quand même super pratique. Nous sommes quand même sur du Thunderbolt 4 avec un gros débit, c'est quand même très appréciable. La compatibilité plus grande avec tout type de matériel est aussi appréciable, mais bon après moi c'est plutôt l'USB-C que j'aime un petit peu moins, je trouve qu'il se décroche un peu plus vite que le Lightning, et bon après ce qui est un peu agaçant c'est que quand on change de connecteur comme ça, il faut racheter tous les câbles, bon. La charge a été donc améliorée, que ce soit en filaire, c'est une charge encore un peu plus rapide, donc c'est pratique, comme la charge sans fil. En sans fil, nous sommes sur du 25 watts, donc 10 watts de plus que sur le 14 Pro. On sent la différence. C'est pratique si on a besoin de batterie rapidement, de pouvoir même se servir du sans fil, de le brancher et en quelques instants, boum, c'est parti, on a récupéré un peu de jus. Concernant la batterie, comme d'habitude, Apple annonce encore une meilleure batterie. Alors là, je parle des Max, parce que je ne connais pas les autres. Je constatais un petit peu de mieux face à mon 14 Pro, c'est clair. Après, c'est pas non plus le jour et la nuit, mais c'est un petit peu mieux. Disons qu'il est plus endurant sur les tâches énergivores. Quand je fais des choses qui consomment beaucoup de jus, là, il est plus économe que le 14 Pro. Il tient un peu plus et c'est appréciable. Après, il tient pas non plus la semaine, mais c'est entièrement suffisant. Si vous avez une utilisation assez simple, messages, mails et autres, ouais, là, ça va être un vrai chameau, je peux vous le dire. D'ailleurs, entre parenthèses, Apple a incorporé des fonctions logicielles sur ces nouveaux téléphones qui sont fort pratiques. Notamment, on peut connaître le nombre de cycles que la batterie a engrangé. Et on peut, en plus de limiter intelligemment la charge de notre téléphone, vous saviez, il y avait une fonction qui permettait de ralentir la charge à 80%, apprendre de vos habitudes pour la remonter à 100%, au dernier moment, parce que vous savez, une batterie chargée à 100%, ça la stresse, surtout sur la durée. Donc le but du jeu est de l'avoir le moins longtemps à 100%. Bon, il y avait déjà ça sur tous les téléphones, mais là, Apple ont incorporé une fonction permettant de bloquer la charge à 80, 85, 90 ou 95%. À vous de voir, après c'est des compromis à faire. Moi personnellement j'ai pas enclenché ce mode là, j'ai besoin de la totale capacité de batterie, quitte à peut-être l'user un peu plus vite, sachant que j'ai jamais vraiment eu trop de problèmes d'usure sur mes téléphones. Après si vous êtes méticuleux ou très soigneux de votre batterie, voilà, si vous n'êtes pas très non plus consommateur en énergie et que la batterie est amplement suffisante, vous pouvez la limiter au niveau de sa capacité de charge et donc la protéger un peu plus sur sa durée.
Alors c'est une nouveauté intégrée au téléphone au nouveau, on ne l'a pas sur le 14 et le 12, ça c'est, voilà, même si ce n'est que logiciel. Par contre, on pouvait le faire un peu autrement via raccourci ou autre, on pouvait créer des actions, bref. On va dire que c'est intégré au téléphone. Concernant le GPS, pour ceux qui me connaissent, vous savez que pour moi c'est important, je l'utilise beaucoup. Sur l'iPhone 12, j'avais entre 5 et 6 mètres de précision. Sur le 14, je tournais à 3 mètres de précision, et c'était assez stable. Et là, nous sommes passés à 2 mètres. Donc vous voyez, petit à petit, ça s'améliore, c'est petit à petit de mieux en mieux. Qui dit meilleure précision, dit meilleure réactivité, et donc, surtout nous quand on voit pas, meilleur guidage pour avoir la meilleure remontée d'informations la plus précise possible. Ce sont des petites nouveautés dont Apple parle pas forcément, mais par exemple dans le cadre du handicap, ou pas forcément, ce sont des choses qui sont quand même pratiques au quotidien. La puissance maintenant, parce qu'on dit toujours, ouais, il est plus puissant, il est plus puissant, il est plus puissant. Bon, c'est bien beau de dire il est plus puissant, mais si on n'exploite pas, ça sert à quoi? Et concrètement, ce surplus de puissance, qu'est-ce qu'il nous apporte? J'avais les 3 téléphones les uns à côté des autres, et effectivement, le 16 face au 12, à l'utilisation, on va dire, standard, navigation avec VoiceOver, rédaction de mails ou de messages, des WhatsApp, etc. Il y a une petite latence qui s'est installée avec le temps sur le 12, forcément, le 16 étant plus puissant et plus récent, il n'y a pas cette petite latence. C'est moins marqué sur le 14, le 14 reste un téléphone très rapide et très performant. À certains moments, il a des petits ralentissements, surtout quand on lui en demande beaucoup sur un instant donné, là où le 16, c'est pas le cas. Il faut savoir qu'un téléphone, quand il sort, on va dire à date X, il est conçu pour une utilisation, mais cette utilisation va évoluer au fil du temps. À chaque mise à jour d'iOS, il y a de plus en plus de fonctionnalités, de nouveautés, de choses, etc. Donc les téléphones, ils ne deviennent pas plus lents, il n'y a pas d'obsolescence ou truc comme ça, c'est juste qu'on leur en met toujours plus, et donc à un moment donné, ils sont X années plus tard, plus dans leur fenêtre de fonctionnement, du moins comme ils ont été conçus au départ. Un iPhone 16 dans X années, il aura peut-être pas la même fluidité et performance si on prend toutes les nouvelles fonctionnalités, c'est normal et c'est logique. À l'époque de l'iPhone X, on parlait pas encore d'intelligence artificielle comme on en parle maintenant, et on n'avait pas autant de fonctions. C'est logique. Là où la différence va être un peu plus perceptible, ça va être dans une utilisation un peu moins classique, donc hors message, mail, Safari, etc. Là où on va utiliser des outils, des applications ou des choses plus gourmandes en énergie, plus gourmandes en ressources processeurs, en capacité, notamment de la reconnaissance par de l'IA, notamment des applications de montage, des choses un peu plus spécifiques, un peu plus poussées. Bon là, c'est très marqué entre le 12 et le 16. Il y a des choses que je ne peux tout simplement pas faire avec le 12, c'est normal, il n'embarque pas les mêmes forcément composants que le 16. Il y a des choses qui sont marquées comme la reconnaissance. Le 12 va mettre plus de temps à reconnaître du texte instantanément et moins précisément que le 16. Donc ça dépend vraiment après des usages, mais plus vous allez pousser en termes de performance, la différence va être marquée. Le 14 se trouve entre les deux naturellement. Vous allez me dire, il faut pas sortir de Saint-Cyr pour le deviner, mais quand même, ce que je tiens quand même à noter, c'est que le 14 ne démérite vraiment pas en termes de perfo. Il envoie du bois, même si il n'est pas équivalent en termes de puissance brute, de réactivité, d'efficacité énergétique que le 16, il est pas trop derrière, donc ça reste quand même une sacrée mouture. Il faut savoir par contre que oui, ce téléphone est pensé pour l'IA, pour Apple Intelligence, qui pour le moment n'est pas disponible mais prochainement. Et c'est là où voilà, vous aurez avec les 16 toute la capacité et possibilité d'Apple Intelligence, ou sur les iPhone 15 Pro, vous en aurez un peu mais pas tout, et tous les précédents, vous n'en aurez pas d'Apple Intelligence. Sur la dotation de RAM, on sent tout de suite que un iPhone 16 est bien plus doté en RAM, on est capable de lui en foutre plein le budget sans que ça sourcille vraiment, là où les autres, naturellement avec moins de RAM, c'est un peu plus difficile dans certains cadres, et l'IA est une technologie nécessitant beaucoup de ressources, que ce soit énergétique, processeur, RAM, bref, il faut que ça envoie du pâté. Concernant la chauffe du téléphone,
C'est quelque chose qui apparemment était un petit peu embêtant dans certains cas sur les 15, je sais pas, j'en avais pas. Sur mon 14, il chauffait déjà un petit peu dans certains cas d'utilisation, notamment de la vidéo en 4K, etc. Bah lui il chauffe moins quand même, hein. Je sais pas face au 15, mais il chauffe un petit peu moins que le 14, donc voilà, pour ceux qui se posaient la question, c'est agréable. Après, comme il y a plus de ressources, il est moins obligé de tirer dans la mécanique, comme on dit, hein. Concernant le réseau, j'ai pu vous comparer effectivement les trois côte à côte en termes de vitesse 5G, 4G. Bon bah voilà, forcément le 16, bah, c'est celui qui télécharge le plus vite, le 14 est vraiment pas loin derrière, mais le 12 il démérite pas non plus. Après, est-ce que c'est réellement utile? Bah ça dépendra de vos usages. En tout cas, dans mon usage à moi, j'ai pas remarqué de grosses différences. Pareil, pour le Wi-Fi, j'ai pas une box très rapide à la maison, donc là, j'ai pas pu vraiment vous faire de comparatif très utile et fiable, mais j'imagine bien que le Wi-Fi, on voit plus sur le 16 que sur les deux autres. La question pour nous, en tant que personnes handicapées visuelles, est-ce qu'il y a un intérêt à changer, ou même pour les personnes pas handicapées, hein, vers ce nouveau téléphone? La réponse, elle est facile, ça dépendra en premier de vos besoins. Hein, si vous faites du mail, de web, du message, du téléphone, ou si vous faites un peu de photos, un peu de vidéos, un peu de montage, un peu de musique, bref, ça dépendra de votre usage. Plus vous en faites, plus vous avez besoin de performance, plus ça peut être intéressant. Ça dépendra de ce que vous possédez également comme iPhone. Si vous avez un 15 Pro, franchement, c'est peut-être pas nécessaire, sauf si vous voulez vraiment ce nouveau bouton, déclencheur pour l'appareil photo, ou déclencheur d'autre chose, hein, voilà. Ça dépend si vous avez un 12 Pro, mais que vous considérez qu'il est encore très bien, parce que tout ce que vous faites, il le fait très bien. Pas nécessaire de changer. Je répète, on n'est pas sur une révolution, on est sur une évolution, et certaines features, donc certaines nouveautés, peuvent parler à certaines personnes et pas à d'autres. Hein. Je connais beaucoup de personnes dans mon entourage, si je leur donne ça à la place d'un 12 ou d'un 13, ils verront pas la différence. Donc ce sera de l'argent gâché pour rien, ce sera gâcher un téléphone qui fonctionne encore pour rien, voilà. Par contre, dans certains cas, bah oui, si vous donnez celui-ci à quelqu'un qui en aura l'utilité, besoin de meilleurs micros, besoin du fameux bouton, du déclencheur, hein, il faut pas dire, une meilleure recharge sans fil, bref, il faut y voir en fonction de soi, de qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui nous intéresse pas. Après on est d'accord, ça fait toujours plaisir d'avoir un nouvel appareil, ça fait plaisir, et il faut compter ça aussi dans la balance, mais il y a aussi la capacité financière, ce sont des outils qui coûtent cher, donc est-ce qu'on le peut, est-ce qu'on le peut pas? Voilà, donc ces questions-là, en fait, elles sont très simples à y répondre. Est-ce que vous êtes aussi intéressé par l'intelligence artificielle, parce qu'il est vraiment taillé pour ça, même si pour le moment c'est pas dispo, ça va venir? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse que moyennement? Donc bon, bah là, voilà. Est-ce que c'est quelque chose d'être vraiment au taquet et vous vous servez des autres fonctionnalités, etc. Donc la question, y a-t-il un intérêt de passer à l'iPhone 16? Oui, bien sûr, il y a un intérêt si vous en avez la capacité, l'utilité et le besoin. Sinon, bah non. Votre ancien téléphone, quelconque qu'il soit, s'il vous satisfait et s'il fait ce qu'il faut comme il le faut, bah c'est très bien. J'entends beaucoup de choses autour, mais que ce soit de ce téléphone ou d'autres ou plein de choses. Essayez au plus possible de garder votre libre arbitre. C'est important de lire des tests, des manuels, des fiches techniques, écouter des vidéos, bref, mais attention à ne pas rentrer dans les extrêmes, les complots. J'ai entendu de tout sur ce téléphone qui m'a bien fait rire. Parce que souvent, la plupart des personnes qui disent « mais c'est truffé de bugs, c'est des gens qui ne l'ont pas, c'est des gens qui n'en ont pas l'utilité et qui peut-être pour se rassurer, vont dénigrer. Mais bon, c'est un peu comme partout, mais à côté de ça, je dis pas qu'il n'y a aucun bug, parce que le aucun bug, ça n'existe pas. J'ai entendu de tout, ouais mais l'écran, il est bourré de bugs, ouais mais... C'est sûr que des petits soucis, vous aurez toujours, surtout dans l'automobile, dans l'industrie, dans le high-tech, dans tout, vous aurez toujours, sur les choses industrialisées, vous aurez toujours des petits couacs par-ci et là. Mais ça, si vous avez un petit couac, on vous l'échange, donc c'est pas un problème. En tout cas, il fait ce pourquoi il a été conçu et créé, sans problème, ça fonctionne comme il faut. Après, à vous de voir. N'oubliez pas que vous êtes le seul maître à bord, vous êtes le seul juge au final, et le seul décisionnaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. Si vous avez toutes questions ou interrogations, n'hésitez pas en section commentaires. N'hésitez pas à me poser vos questions, mais à me donner votre avis également.
N'hésitez pas si vous avez besoin de formation à me contacter, c'est mon métier. À faire un petit tour sur mon TikTok également pour apprendre plein de choses concernant la vie en tant que personne non-voyante. Faire un petit tour sur ma page Facebook pour être au courant de toutes mes dernières actualités. Et bien sûr de vous abonner à la chaîne YouTube, à partager le contenu, à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, si vous avez besoin de tout renseignement, tout est en description de la chaîne YouTube. Les amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation, et à plus tard.